Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de trois migrateurs, trois personnes, trois hommes qui sont venus depuis la France pour se marier dans le Luxembourg. Alors bien sûr, ils ne sont pas venus pour se marier, ils sont restés là. À quelle occasion, je ne le sais toujours pas. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Ce sont les trois cold cases dont j'ai du mal à retrouver une piste. Par le passé, dans l'avenir, donc dans ses descendants, il n'y a aucun problème. La première question qui se pose, parce que le XVIIIe siècle était une époque de conflits permanents en Europe, les changements de territoire se faisaient à tout bout de champ, où sont passées les archives? Sont-elles restées sur place ou ont-elles été emmenées ailleurs? En fait, la bonne idée, c'est que les archives, malgré tous les bouleversements, ont bougé de place. Non, non, elles sont restées sur place en fait. Donc c'est parfait, on va pouvoir essayer de retrouver des indices et des pistes. En 1737, nous allons remettre ça dans le contexte historique, en 1737, en juillet, l'entrée de l'Autriche dans le conflit russo-turc, qui prenait déjà source depuis plusieurs années, se fait. Ensuite, en 1739, il y a un hiver de grand froid qui s'étend depuis la Suède, l'Irlande, la fameuse famine d'Irlande, les Pays-Bas et la France. Et c'est une époque de disette et de révolte. Les gens ont faim parce que ça s'étend de l'hiver au printemps à l'été. C'est une période glaciaire. Nous passons en 1740 et là c'est une période de paix et puis de guerre aussitôt. Toujours pour des histoires de territoire. La signature de la paix de Belgrade se fait entre le conflit austro-russo-turc, mais il se passe qu'il y a la guerre de succession d'Autriche, parce que Marie-Thérèse d'Autriche est une femme et que personne ne veut d'une femme au pouvoir. On aimerait bien prendre sa place. Marie-Thérèse d'Autriche a épousé Charles III de Lorraine. Charles III de Lorraine, dans toute cette histoire, en fait, il prend parti plus pour l'Autriche, il soutient sa femme, plutôt que les Français, puisque la Lorraine, quand même, était un comté français, un duché d'abord, et puis ensuite un comté. Et la fin du conflit ne se voit pas. Ça devient la guerre des Pays-Bas autrichiens pendant 8 ans. C'est la guerre de 7 ans, en fait, on appelle ça. Et en plus, Louis XV, roi de France, n'aime pas les Habsbourg. Les Habsbourg qui sont régnants, en fait, dans ce Saint-Empire romain germanique. Donc, je vous parle d'une histoire qui n'est pas celle auquel on est habitué depuis la France, ni même depuis la Belgique, parce qu'on parle beaucoup des Pays-Bas hollandais, mais pas beaucoup des Pays-Bas autrichiens. Ensuite, en 1748, le maréchal de Saxe prend le nord des Pays-Bas autrichiens, qui passe à la France, sauf le Luxembourg, qui reste duché de Luxembourg. Voilà le maréchal de Saxe. Le 23 avril 1749, c'est l'entrée à Bruxelles de Charles de Lorraine, après le départ des Français. Et il n'aimait pas trop ces Français. Et puis, la guerre se termine vers 1750 et Marie-Thérèse, à ce moment-là, fait dresser un cadastre établissant la propriété paysanne et la séparant des biens nobles. C'est ce qu'on appelle le cadastre thérésien en Belgique. Si vous faites des recherches, c'est le cadastre thérésien. L'Europe entre 1740 et 1748, c'était les guerres de succession d'Autriche, je viens d'en parler, et les territoires étaient ainsi. On retrouve au centre le Saint-Empire romain germanique, les frontières, vous voyez le Pays-Bas ici en jaune était le Pays-Bas autrichien, la France avait des frontières qui débordaient un petit peu, qui revenaient de l'autre côté, qu'on rendait, qu'on échangeait, c'était tout le temps pénible. Le contexte historique de 1750 à 1757, c'est également un contexte de conflit. En 1756, je vous parle de deux époques différentes, parce que nous avons des ancêtres à des moments différents. En 1756, il y a le premier traité de neutralité et d'alliance défensive à Versailles entre la France et l'Autriche. C'est un moment important. C'est signé d'une pierre blanche. Mais le 17 mai, quelques jours après, le Royaume-Uni entre en guerre avec la Prusse et le Hanovre, et il déclare la guerre
à la France, l'Autriche, la Russie, la Saxe, la Suède et l'Espagne. Et c'est la fameuse guerre des 7 ans. C'est encore des batailles incessantes. Le Royaume-Uni et le reste des belligérants n'ont de cesse de s'affronter dans toute l'Europe. Il y a des conflits également sur les mers. Et toute l'Europe, même en 1759, ne connaît que les guerres. Donc bien entendu, il faut des armes. La France est défaite à Warburg en 49 et puis en 63, donc je vous dis 7 ans après, il y a le traité de Hubertsburg qui met fin, enfin, à la guerre de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Mais il a fallu des hommes. Et ces hommes, je soupçonne fort qu'en fait, c'est la raison pour laquelle ils se soient retrouvés dans le duché de Luxembourg. Parce que c'était un parcours sur lequel on pouvait aller vers l'Italie, vers aussi l'Autriche, l'Allemagne, la Prusse, etc. Donc, la première chose que je fais, c'est essayer d'avoir une vision horizontale, c'est-à-dire écrire sur papier les fiches de toutes les personnes que je recherche. Je note tout ça, ce qui est fait, ensuite je le reporte sur le logiciel où je fais l'inverse, mais il me faut un papier pour bien noter en fait tous les éléments. Je peux aussi créer des fiches. Et je mets évidemment nom, prénom, date et lieu de mariage, les mariages avec une ou deux épouses, la date, le lieu, le nombre d'enfants, les décès, les noms, prénoms des enfants, si je peux trouver les parrains et marraines, et puis calculer l'âge de la naissance de la personne que je recherche, d'après les indices laissés dans les actes relevés. Et enfin, je fais les recoupements avec les distances, avec les mariages, et puis avec un lieu de casernement proche, qui ici en l'occurrence sera Neufchâteau. Et enfin, je vais aligner aussi les recherches plus longues, les autres étrangers qui sont trouvés dans le duché, dans les registres sur une période de 1742 à 1759. Vous pensez bien que je n'ai pas fini de chercher ces registres, de chercher ces personnes, mais au fil des registres, quand vous cherchez les actes, vous les retrouvez forcément. Il y a des mariages et il y a très probablement des naissances liées à ces mariages. Je n'ai pas fait le recoupement, mais ça pourrait être intéressant si jamais je suis vraiment bloquée. Dans ces mariages, j'ai trouvé les actes d'officiers qui précisaient les compagnies. Ce qui est intéressant aussi, alors c'est souvent des hussards ou des dragons. Donc après, on peut remonter sur la piste de ces hussards et de ces dragons. Et ensuite, il y a des disparus, sans laisser de traces, comme le couple Marais-Bergier, et ça nous allons voir. Donc quand on a fini de lister cette vision horizontale, j'ai proposé aussi des petites fiches, en fait comme ceci, que je vais découper, je note tout ce que j'ai pu trouver, et en fait je vais m'en servir à la maison, j'ai un grand tableau en plexiglas, et je vais coller ça sur un tableau en plexiglas. Là je vous ai fait un fichier imprimé, mais ça m'arrive souvent de prendre des post-it. Alors je prends la même couleur pour la même personne et puis je rajoute par exemple un post-it jaune pour indiquer des choses qui me contrarient. Comme par exemple, vous allez le voir, donc là ce sont les fiches, on va dire que c'est aussi un classement horizontal, mais enfin j'utilise un autre moyen qui me permet d'avoir une vision différente. Et cette fois-ci, je vais utiliser une mind map, donc c'est une carte remue-ménage, on pourrait traduire ça comme ça en français, ou oui, remue-ménage, c'est un bon terme. Et je vais en fait ne pas les séparer comme je fais d'habitude, je vais prendre les trois personnages en même temps, pour voir si j'arrive à des recoupements. Moi, ma conviction profonde était qu'ils étaient militaires, qu'ils étaient de passage, mais qu'ils sont restés pour une raison X ou Y. Et voici la mind map. Donc je l'ai fait avec le logiciel Lucidchart. Vous trouverez les références pour ce logiciel sur le blog avec toutes les adresses utiles, mais aussi dans la description sous la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette mind map? On a en gris, en fait, ils se sont retrouvés dans le canton de Neufchâteau, duché de Luxembourg. Le premier en 1741, le deuxième en 1757 et le troisième en 1757 aussi. Donc forcément, ces deux-ci devaient être liés.
soit par la même compagnie. Alors il faut savoir que pendant l'Ancien Régime, le système militaire fonctionnait complètement différemment. C'est assez compliqué. Je pense avoir compris en gros, mais vraiment en gros raccourci, que les compagnies étaient levées par des gens qui avaient un peu d'argent. Ils décidaient de lever plusieurs hommes et donc de lever une compagnie plutôt en ayant plusieurs hommes. Ils devaient leur fournir le vêtement et la nourriture. Mais la nourriture était assez pauvre, donc en général, ils se débrouillaient pour manger chez l'habitant. Ils allaient à pied, à cheval, à cheval ou en chariot, je ne sais pas. Je ne peux pas encore, à ce stade, remonter sur cette chose-là. Ensuite, donc, on sait qu'ils sont venus de France sous l'Ancien Régime. On a Mathieu Maret qui vient de Saint-Mexant-sur-Vie dans le Bas-Poitou. Alors le Bas-Poitou, à cet endroit-là, c'est l'ancien Marais breton, donc c'est toujours le Marais breton. Donc c'est vraiment dans la Vendée, à la limite de la Vendée et de la Bretagne. Et je n'ai rien comme renseignement. Je n'ai pas de métier, je n'ai pas de naissance. Quand je vais chercher sur les archives des AD 85, des AD de Vendée, en fait, les registres sont perdus. Évidemment, avec les événements qui a eu lieu après, on sait que ça a été mis à sac et à sang, donc voilà. Et lui, il se marie en 1743 à Bernimont, qui est un village à côté de l'église, pas loin de Neufchâteau. Il se marie avec Nicolas Hustin. Nicolas Hustin, quand on recherche, en fait, je veux mettre sa naissance, son mariage et son décès, et je ne trouve ni mariage, ni naissance, ni décès. Donc c'est une parfaite inconnue. On n'a absolument rien. Juste un nom sur son acte de mariage. Et ils se marient parce qu'en fait, en 1741, ils ont une enfant, Johanna Maria, qui est illégitime. Elle est déclarée illégitime, elle porte pourtant le nom de Maret, de son père. Nom qui d'ailleurs n'est pas certain. Il sera transformé plus tard en Moreau, mais dans les registres des AD 85, j'en ai trouvé un petit peu, mais je suis pas certaine en fait. Il y en avait pas à Saint-Mexant-sur-Vie. En plus, je vous dis, les registres étaient perdus, donc c'est un peu compliqué cette histoire. Donc ils ont une première fille illégitime en 41. Ils ne sont pas mariés à ce moment-là. Ils ont Franciscus qui vient en 1742, 2 mois après leur mariage, qui a eu lieu. Oh là, j'ai fait une erreur. En 1700. Voilà. Je vais remonter en arrière si je peux. Voilà. En 1742, lui, on perd sa trace. Et ensuite, on a Nicolas, elle est née en 45. Et en fait, je mets des petits post-it jaunes. Déjà, le métier, je ne le connais pas. Mathieu Maret a disparu. Nicole Hustin a disparu. Cette première fille est restée. Et les 2 autres ont disparu. On ne sait pas où. Pour le moment, on ne sait pas où. C'est un petit peu embêtant. C'est des choses, si vous voulez, que je réalise mieux en les voyant en couleur de cette façon-là. En noir et blanc, de façon horizontale, c'est pas toujours évident. Ensuite arrive Jean Bergier de la Chapelle Blanche de Saint-Victurnien, dans le Haut-Poitou. C'est Limoges, c'est le Limousin. Donc, lui, c'est pareil. La naissance est introuvable pour le moment. Les AD de Limoges ont numérisé l'état civil, mais n'ont pas numérisé l'Ancien Régime. Je suis allée à Limoges faire une recherche à partir de 1737, parce que je me suis dit, il aurait eu 20 ans, donc c'est pas impossible de chercher. J'aurais peut-être dû chercher avant, mais c'est très long sur les visionneuses, vous savez, il faut tourner la manette et ça dure des heures. Limoges n'est pas juste la porte à côté non plus. J'ai vu la Chapelle Blanche, j'ai vu son village de naissance, j'ai vu Saint-Victurnien, mais surtout ce que j'ai vu dans ces dossiers-là, dans ces registres, c'est qu'il n'y avait aucun berger, ce qui est très étrange de ne trouver aucun berger sur toutes les années que j'ai cherché. Alors, il y a un problème parce que est-ce que c'était vraiment son nom ou pas?
En fait, à sa mort, il est déclaré étant pâtre. Je pense on ne devient pas pâtre du jour au lendemain. Il l'était peut-être avant de partir vers le Luxembourg. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec Johanna Maria, la fille légitime de Mathieu Maret, donc en bleu. Pourquoi? Parce que Johanna Maria, elle attend un bébé. Et elle donne naissance à Jacques 3 mois après leur mariage. Je pense que Mathieu Maret n'a pas dû être content. Il venait de faire la même chose avec sa femme, donc il a un peu remis les pendules à l'heure. Et Jacques est Monsosa, il aura 7 enfants et lui, il restera dans le Luxembourg. Il y a une autre fille, Jeanne, qui est citée, mais je n'ai ni le nom, ni le mariage, ni le décès, et donc je la considère aussi comme disparue. C'est quelqu'un à rechercher. Ensuite, on a Louis Roblin de Varzy, dans la Nièvre, donc la Bourgogne. Pas de naissance. C'est pareil, quand on va sur le site des AD de la Nièvre, l'état civil est numérisé et les anciens registres en fait affichent que cette période-là est manquante. Il se marie à l'église avec Anne-Jeanne Martin. On ne connaît pas la date de naissance. J'aurais dû lui mettre aussi un petit post-it jaune. On ne connaît pas le métier de celui-là non plus. Ils auront 6 enfants, dont Mossosa, qui est resté à l'église, qui est Jean-Michel. Et en fait, c'est pareil. En 57, il se marie parce que Anne-Jeanne est enceinte. Et l'enfant, Claude, naît 5 mois après le mariage. Donc, si on retrace le trajet, j'ai trouvé une photo du costume, en fait, des années 39-40, quand ils arrivent pendant le conflit russo-austro-turc. Lui, c'est l'aîné, c'est Mathieu, qui deviendra le grand-père des autres. Il est forcément arrivé dans les années 40, puisque sa fille est née en janvier. Alors, elle est née le 14 janvier 1741. Donc, au plus tôt qu'il était là, il a fallu 10 mois et 5 jours pour avoir un enfant dans la norme. Donc, il était là vers avril 41. Et il a dû probablement, il n'a pas sauté sur la fille comme ça du jour au lendemain, je suppose. Donc, il a dû arriver vers les années 40. Ensuite, on a vu, hein, sa fille Johanna Maria, elle est illégitime. Et ensuite, il se marie, donc il reste dans le village, à l'église. C'est l'église de l'église où naît son fils François, Nicolas. Et puis après, en 45, on le perd de vue. Là, j'ai fait un gros plan de ce que je viens de vous expliquer. Et voici la réponse des archives départementales de la Vendée. Donc les registres paroissiaux de 1710 à 1726 sont considérés comme perdus. Et le plus ancien date de 1737. C'est tout ce que je peux faire. Je ne l'ai pas trouvé en 1737. Et donc il ne parle pas d'entre 26 et 37, mais je sais qu'il n'y a rien. Jean Bergier du Haut-Poitou, voilà, c'est pareil, son costume, il était à peu près habillé comme ça. Par contre, c'était les guerres de succession d'Autriche. On a changé de guerre, mais on a tout changé en fait. Donc sa fille est enceinte de 6 mois. Sa femme est enceinte de 6 mois. C'est la fille du précédent. Ils auront des enfants à l'église et lui décède à Bernimont, qui est un village de l'église. Voici en gros plan la même image que je peux afficher sur mon plexiglas et y réfléchir. Et voici les enfants de Mathieu. Donc Mathieu se trouve ici en haut, avec le logo de Vendée. Il épouse Nicole Hustin. Ils auront 3 enfants. 1, 2, 3. Et Jean Bergier, ici, en réalité, Johanna Maria décède. Et puis, on voit qu'il épouse Pierson Elisabeth, qui est veuve elle-même. Et, comment vais-je dire, il était à Anlier. Donc, c'est une piste qu'il faut que j'explore, que je n'ai pas explorée. Et ensuite, Bergier et Maret ont un enfant qui est Jacques, une fille qui s'appelle Jeanne. Et
eux auront des enfants et feront souche, en fait, dans le Luxembourg. Donc c'est comment je veux dire, ces deux hommes-là s'étalent sur 2 générations. Ludovicus Roblin, de la Nièvre, donc Louis Roblin, de la Nièvre. Roblin se transformera plus tard avec un A. Voici son costume à gauche, le Nivernais. Il est arrivé pareil, en même temps que le précédent. Lui arrive en octobre, le précédent arrive vers novembre. Ou à peu près tous les deux en même temps, c'est des suppositions. C'est des suppositions que j'ai faites à cause de leur date de mariage et du calcul. Parce que l'enfant naît 5 mois après le mariage, donc forcément, il épouse le 10 février Anna Johanna Martin et elle est enceinte déjà. Donc il est arrivé en octobre 56. Là, il faudrait corriger, c'est octobre 56. Et donc eux auront 6 enfants entre 57 et 71. Et il fait souche d'une grande famille. Voici le résultat des archives de la Nièvre. Donc les archives qui sont manquantes sont indiquées ici, heureusement. Ça permet quand même de voir qu'en fait, il y aura rien. Et voici en gros plan ce que je vais afficher et ses enfants. Voici, donc il a fait souche et des enfants sont mariés, d'autres sont décédés. Ce qui est en cours dans Codage collaboratif, c'est le site Mémoire des hommes de nouveau, qui a les archives militaires de l'Ancien Régime. Et donc là, il me reste un espoir. Mais j'ai été plonger un regard là-dedans. C'est super compliqué parce qu'il faut connaître en fait la compagnie dans laquelle ils étaient. Et en plus, ils ont au fur et à mesure changé de compagnie. Ce qui fait que oui, il y avait des défaites, donc les hommes étaient repris par ailleurs. Donc pour le moment, le site collaboratif a, je pense, fini 2 départements et sont en train de procéder aux autres. Il y a déjà 361 000, presque 362 000 vues numérisées. Et dans les 2460 registres matricules qui sont en ligne, il n'y en a aucun des 3 qui sont dans mes ancêtres. Donc c'est une chose qui reste à explorer. Je vous remercie et je vous dis bye bye.